Donc, bonjour à tous, donc, je suis François Lagunas, donc, je suis l'ex-CTO de Stupéflix, qui est aujourd'hui un bureau parisien de GoPro. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de création vidéo au sens large, avec ou sans GoPro, mais évidemment avec un petit peu de GoPro dedans. Donc, Stupéflix, c'est avant tout l'application Quick, donc, qui a été mise sur le store, sur l'App Store en 2013, décembre 2013, mais qui est aussi aujourd'hui une version Android. Donc, l'application Quick, qui s'appelait Replay par le passé, donc c'est 10 millions d'installations sur iOS, 3 millions sur Android. C'est aussi une keynote en octobre 2015, donc avec le lancement de l'iPad R2. On a un petit Tim Cook juste en bas, donc ça c'était un petit peu le point culminant en fait, de l'aventure Stupéflix. Et donc GoPro a racheté Stupéflix début 2016. Donc comme le speaker précédent, en fait, Stupéflix c'était avant tout une entreprise qui faisait du web, donc, qui a commencé en 2008 et qui ensuite a fait le virage mobile autour de 2013 pour sortir enfin une application en décembre 2014. Donc l'application Quick, ça permet de créer des vidéos très facilement, donc à partir de ces rushs GoPro, de ces rushs qui viennent du téléphone, et donc qui permet d'automatiser le montage de façon et donc de créer des vidéos très rapidement. Donc pour nous, un smartphone, c'est 3 fonctions. La première fonction, c'est capturer. Donc la deuxième fonction, c'est éditer. Et ensuite, c'est partager. Et donc tout ça se retrouve dans le téléphone sous forme de 3 types de composants. Des capteurs, donc bien sûr la caméra, mais pas seulement. Donc que ça soit par exemple les gyroscopes, les accéléromètres, baromètres, enfin tous les capteurs qui sont disponibles. C'est aussi une puissance de calcul qui explose un petit peu plus chaque année. Et c'est évidemment une connectivité. Donc pour nous, un smartphone, c'est ça. Donc un téléphone et une caméra. Donc capturer sur un téléphone. Donc aujourd'hui, un certain nombre de gens appellent les téléphones plus des caméras-phones que des smartphones. Et on comprend bien pourquoi. C'est qu'en dehors de l'utilisation de téléphoner, on peut se demander si la prise de photos et de vidéos n'est pas l'application la plus importante sur téléphone aujourd'hui. Et les constructeurs l'ont bien compris, et c'est vraiment la course aux features, puisqu'on a aujourd'hui du 4K, du slow motion, donc c'est-à-dire du 240 fps, la capacité à prendre en basse lumière des téléphones aujourd'hui est quasiment identique à celle qu'on peut retrouver sur des réflexes bas de gamme. C'est aussi des choses qui en fait sont complètement, qui n'existaient quasiment pas avant le smartphone, c'est comme la stabilisation en utilisant justement des capteurs comme les gyroscopes. Au final, on a vu sur smartphone, avant de voir sur des appareils photo, la stabilisation électronique comme il peut y avoir par exemple dans l'iPhone 7. Au passage, une application qui s'appelait Steady avait été développée chez Stupéflix, et c'est la vidéo précédente en fait utilisait Steady pour tous les plans hyper stabilisés. Donc les téléphones aujourd'hui, c'est aussi l'interface privilégiée pour toutes les caméras, donc en particulier les GoPro. Donc aujourd'hui, vous pouvez shooter et rapatrier sur votre téléphone tous vos médias très rapidement. Alors un petit point noir, donc c'est la prise de son qui est toujours assez moyenne sur téléphone. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire des rushs pro sur téléphone, vous avez vraiment intérêt à faire l'acquisition d'un petit micro externe, ce genre de choses. Et enfin, quelque chose qui est un petit peu, qui est un peu invisible et que tout le monde ne réalise pas forcément, c'est qu'un téléphone, c'est des tonnes de capteurs et qui sont capables en fait d'aller chercher qui sont capables de fournir des informations sur le contexte de la prise de vue. Donc au final, avoir la position GPS, connaître l'activité de l'utilisateur grâce à l'accéléromètre ou au GPS, comme il peut y avoir dans les frameworks Apple aujourd'hui, qui permettent de détecter si vous êtes en train de marcher, si vous êtes dans une voiture, si vous êtes en train de faire du vélo. Tout ça, ce sont des informations super intéressantes pour quelqu'un qui fait du montage vidéo, puisque vous allez pouvoir adapter les effets, les filtres et ce genre de choses à l'activité de l'utilisateur. Donc le gros du sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'édition. Donc l'édition, ça prend
plein de formes différentes. Ça peut être le color grading, c'est-à-dire juste être capable de retoucher la colorimétrie des photos ou des vidéos. Ça peut être juste pour changer l'ambiance, mais ça peut être aussi pour adapter différents rushs qui ont été pris à des moments différents, peut-être avec des appareils différents, essayer de faire en sorte qu'il y ait une couleur globale qui soit cohérente au cours de la vidéo. C'est évidemment appliquer des filtres, les filtres qui ont été popularisés par Instagram et tous ses clones. C'est faire des effets spéciaux comme Action Movie FX, qui a été une des applications de l'année d'Apple. Et c'est pour nous, c'est avant tout faire du storytelling, c'est-à-dire être capable, à partir de rushs bruts, de raconter une vraie histoire. Et c'est sur cette partie-là en fait, que l'application Quick se concentre particulièrement, en particulier en automatisant tous les contrôles qui habituellement sont laissés à l'utilisateur pour laisser le temps à l'utilisateur de raconter son histoire et de se concentrer sur son histoire. Et enfin, un téléphone, c'est aussi évidemment une façon incroyable de partager sur les réseaux sociaux, sur du stockage distant. Donc ça permet de faire, par exemple, si vous avez plusieurs personnes qui sont en train de shooter sur le même événement, comme aujourd'hui par exemple, vous pouvez faire du montage collaboratif facilement, parce que vous avez un appareil qui fait tout d'un seul coup. Et finalement, c'est aussi une façon de faire du streaming privilégié. Aujourd'hui, certaines caméras commencent à pouvoir faire du streaming. Par exemple, les GoPro sont intégrés à Periscope et donc vous permettent de streamer directement. Mais c'est aussi, évidemment, aussi la capacité de le faire directement avec le téléphone. Donc c'était un petit panorama pour vous remettre un petit peu le contexte en tête. Et maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail technologique de ce que ça veut dire aujourd'hui de faire de l'édition vidéo mobile. Donc une application de création vidéo, c'est une application qui est très complexe. C'est assez facile de montrer cette complexité. Quand on voit tous les softs traditionnels desktop de création vidéo, ça ressemble en général plutôt à un Airbus qu'à une simple page web. Donc les ingrédients qui sont nécessaires pour faire de l'édition vidéo mobile vraiment utilisable sont assez nombreux. Donc au niveau design, de la UI et de l'expérience utilisateur, c'est super important d'avoir une équipe qui soit vraiment au top et qui soit capable d'itérer sur les différents designs pour essayer de trouver la meilleure façon de faire. C'est aussi évidemment un média qui est très gourmand, donc au niveau traitement vidéo, arriver à faire sur mobile du montage vidéo, il y a quelques années ça paraissait complètement impossible. Et heureusement, les performances des téléphones explosent un peu plus chaque année, donc c'est aujourd'hui tout à fait possible. C'est aussi une direction artistique, donc pour créer les effets, pour donner une ligne directrice à l'application. Et enfin, c'est aussi faire du machine learning pour essayer de comprendre les médias de l'utilisateur et ou faire des effets spéciaux. Et surtout, ce qui est très important, c'est de bien mélanger tout ça et d'avoir des équipes qui sont capables de communiquer de façon très efficace, puisqu'on va évidemment avoir des allers-retours sans arrêt entre les différentes équipes, entre la direction artistique et le design, entre le moteur de traitement vidéo et le design également. Voilà. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ces différentes parties. Donc un outil de création vidéo, c'est un outil qui est complexe. Vous avez en premier lieu une timeline qui en fait représente l'enchaînement des différentes scènes. Vous avez pour chaque élément de cette timeline, vous allez avoir envie d'appliquer des effets différents. Et je dirais que le premier enseignement, c'est que souvent, une application mobile ne doit pas essayer de reproduire l'expérience desktop. Si vous avez déjà essayé de faire du montage vidéo sur Final Cut ou ce genre de choses, vous savez clairement que c'est impossible de reproduire le même type d'interface même sur un iPad. La surface de travail est beaucoup trop faible. Donc il faut vraiment repenser complètement la façon de faire le montage. Et ce qui nous a conduit en fait à l'automatisation d'une grande partie des aspects bas niveau, on va dire, de la création vidéo, pour que vous n'ayez pas à gérer tous les problèmes de transition, et de filtres et ce genre de choses. Et enfin, un autre enseignement, c'est qu'il faut savoir s'adapter à chaque plateforme. Historiquement, on a commencé, nous, à faire du développement sur iOS.
Donc il reste une culture iOS très forte. Mais à partir du moment où on a commencé Android, on a réalisé que ce serait une grosse erreur d'essayer de recalquer le comportement complet de l'application iOS sur Android. Donc ça a été un gros travail de repenser les écrans, de repenser les entrées-sorties d'une façon qui soit vraiment naturelle pour les utilisateurs Android. Donc le moteur vidéo. Donc j'étais directeur technique de Stupéflix, aujourd'hui directeur chez GoPro, donc c'est vraiment ma spécialité. Donc le moteur vidéo, c'est un média qui est... Donc, le moteur vidéo va traiter un média qui est très gourmand, puisqu'aujourd'hui, du 4K, vous imaginez bien que ça fait un bon paquet de mégaoctets par seconde à traiter, que ce soit par le CPU ou le GPU. Et donc on pousse vraiment le hardware aux limites. On va utiliser l'accélération matérielle, on va utiliser aussi bien pour la vidéo que pour le son. On va utiliser des choses comme OpenGL pour aller traiter, pour réaliser toutes les opérations en fait. Et donc techniquement, c'est quelque chose de très complexe. Heureusement, avec les années, chaque année, les GPU, en particulier sur les téléphones, deviennent de plus en plus puissants. Et en plus, on a aujourd'hui des changements drastiques sur les types de technologies qui sont disponibles, puisqu'on a Vulkan qui commence à apparaître aussi bien sur Android, par exemple, et Metal sur iOS. Donc, toutes ces choses-là, en fait, nous permettent d'aller de plus en plus loin au point de vue des performances. Donc, ce qui est intéressant dans notre moteur vidéo, c'est que donc, historiquement, on a commencé sur le web. Et donc, on avait une API de création vidéo server-side et qui était écrite en Python et C++. Et donc, en 2013, on a décidé que le mobile était décidément le média où il fallait aller. Et à partir de ce moment-là, donc, on a porté ce moteur vidéo sur mobile. Et donc, aujourd'hui, on a une particularité, c'est qu'on est une des rares applications à avoir un interpréteur Python embeddé dans l'application. Ce qui est assez curieux parce qu'en termes de performance, on pourrait se dire du Python, ça va vraiment pas être performant. Comment on peut traiter de la vidéo avec du Python? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien fournir un moteur de scripting Python à nos artistes en particulier et faire en sorte que le moteur soit quand même très performant. Donc en gros, on a du scripting Python pour préparer tout ce qui est traitement vidéo, et ensuite le runtime, lui, est en C++. Et donc la particularité de notre plateforme, c'est qu'aujourd'hui, elle tourne sur iOS, donc que ce soit évidemment tablette, iPad, iPhone et Apple TV, Android, Mac, Linux et peut-être bientôt Windows. Donc la direction artistique, c'est évidemment central puisque c'est quand même ça que l'utilisateur verra le plus dans son produit final. Donc ça fait appel à énormément de choses. Donc évidemment du motion design, c'est-à-dire créer des effets, créer un univers graphique pour chacun des thèmes vidéo qu'on propose à l'utilisateur. Mais la particularité, c'est qu'en fait, tout ce motion design doit s'adapter en permanence aux assets de l'utilisateur. Si vous avez une vidéo d'1 minute ou une vidéo de 10 secondes, si vous avez une photo en portrait ou en landscape, si vous avez une photo prise de nuit ou de jour, à chaque fois, on va essayer de s'adapter à ça et faire varier les effets. Donc ce qui est très difficile, c'est d'arriver à trouver ces profils qui ont à la fois une connotation artistique et qui sont des vrais développeurs. Donc chez nous, c'est une ressource rare et donc c'est ça qui nous a permis en fait de créer cet outil un petit peu unique qui s'adapte à chacun des assets et qui a un rendu assez unique. Donc c'est évidemment pas mal de complexité, aussi bien au niveau de la gestion du temps, de la gestion de la mise en page. Et la vraie question qui se pose à chaque fois qu'un artiste veut créer un effet, c'est quelle est la quantité de contrôle qu'on va donner à l'utilisateur. En fait, il y a tout un spectre où on part, par exemple, de tout ce qui se fait sur desktop, où vous avez le contrôle sur à peu près tout, et au contraire, quelque chose qui serait totalement automatisé. Et donc, nous avons essayé de trouver un juste milieu à chaque fois pour chaque type de contrôle. Est-ce qu'on doit donner le contrôle sur les transitions? Est-ce qu'on doit donner le contrôle sur les filtres? Donc il y a un vrai dialogue entre les designers de la UI de l'application et les artistes qui vont créer les effets. Donc le dernier point, qui est la chose sur laquelle qui risque de changer le plus de choses, c'est le machine learning.
Donc le machine learning, aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde n'en fait pas forcément, mais disons que tout le monde en parle. Et chez nous, l'intérêt fondamental, c'est de comprendre les médias utilisateurs. Comme je disais il y a quelques secondes, on essaye de s'adapter en permanence aux photos, aux vidéos que l'utilisateur a pris et à la musique aussi qu'il a choisie. Et donc c'est super important d'arriver à tirer de plus en plus d'informations des médias de l'utilisateur. Donc, au niveau du machine learning, aujourd'hui, tout bouge. Chaque mois, quasiment, un nouveau framework sort, un nouvel algorithme sort. Et on peut en particulier noter qu'Apple a sorti des frameworks qui permettent l'accélération sur GPU ou sur CPU de tout ce qui est machine learning. Donc ça prouve aujourd'hui, entre Google, Facebook et Apple, c'est vraiment la grosse guerre sur le machine learning parce que en fait, ça va permettre des applications qui étaient juste impossibles jusque-là. Donc, petits exemples d'applications du machine learning. La détection d'horizon, par exemple. Donc là, vous avez une série de vidéos où on a entraîné un détecteur à détecter l'horizon. Donc, à quoi ça peut servir? Ça peut servir, par exemple, quand vous avez plusieurs rushs pris à des endroits différents. Vous allez pouvoir détecter les horizons sur les différents plans que vous avez pris et faire des transitions qui sont totalement fluides. Donc on va en fait recadrer chacune des deux vidéos pour que les horizons soient à peu près au même niveau. Donc là ici il y a le logo replay parce que c'était avant l'acquisition. Autre exemple d'effet, rotation sur l'horizon. Donc vous pouvez là aussi centrer l'horizon et en fait on se rend compte que l'effet est tellement subtil qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. Donc, autre application du machine learning, le découpage cette fois-ci d'horizon. Donc, si vous avez une photo, vous pouvez entraîner en fait, des détecteurs à trouver quelle est la partie qui correspond au ciel et la partie qui correspond au sol. Et donc vous allez pouvoir faire automatiquement des effets comme ça. Donc en pratique, comment ça se passe? Donc le plus long sur ces applications-là, en fait, c'est de fabriquer des datasets d'entraînement où vous allez avoir des photos ou des vidéos qui vont être annotées à la main. Et vous allez donc entraîner des détecteurs à ensuite trouver quelle est la partie qui correspond au ciel et au sol. Donc il y a cette partie en fait, d'acquisition de datasets d'entraînement qui est vraiment critique et sur laquelle en fait, des groupes comme Google ou Facebook ont évidemment énormément d'avantages parce qu'ils ont déjà des utilisateurs qui, directement ou indirectement, vont être capables de taguer des informations. À chaque fois que vous taguez quelqu'un sur Facebook, typiquement, ça peut servir aux ingénieurs de Facebook pour aller entraîner un système de reconnaissance de visage ou ce genre de choses. Donc c'est super important du coup d'avoir des entreprises qui aient un grand nombre d'utilisateurs qui puissent faire ça. Donc autre type d'effet, l'animation d'image fixe. Donc là, ici on n'est pas parti d'une vidéo, on est parti d'une photo. Et donc on a découpé le ciel et en fait on a animé le ciel par rapport au sol. Donc ça vous permet en fait, de transformer une photo en pseudo-vidéo, on va dire. Donc en conclusion, créer une application vidéo aujourd'hui sur téléphone, c'est quelque chose qui est difficile. Donc il y a très peu de gens qui se sont vraiment lancés sur ce créneau-là. Mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile que ce que ça pouvait être il y a 3 ans. Et, vous profitez de plus en plus de frameworks qui sont disponibles déjà sur les plateformes Android ou iOS. Et vous profitez aussi de tout l'open source qui est disponible, par exemple, pour tout ce qui est machine learning. Historiquement, nous, en fait, on a commencé en 2008 et on avait participé au programme Seedcamp à l'époque. Et l'App Store n'existait qu'à peine à l'époque. Et on avait commencé par faire une application iPhone. Et c'est ça qui nous avait permis d'être retenus à Seedcamp à l'époque.
Mais ça aurait été, je pense, à l'époque du suicide, d'essayer de faire une application de montage vidéo, c'était trop tôt. Donc en fait, faire ce passage pendant 6 ans sur le web, ça nous a permis de nous roder énormément en termes de technologie. Et ensuite, quand on a pu enfin profiter des avancées technologiques qu'il y avait sur mobile, on a pu au final réaliser une application qui était vraiment unique. Et pour finir, je vous invite à suivre les préceptes de Stanley Kubrick. Aujourd'hui, vous pouvez de bout en bout créer de la vidéo quasiment professionnelle avec votre smartphone, que ce soit au niveau de la capture ou au niveau de l'édition. Rien de plus facile. Un téléphone de dernière génération avec les bonnes applications, donc pour shooter en stabilisé, pour faire du color grading, pour faire du montage, donc avec Quick par exemple, mais pas seulement. Vous pouvez aujourd'hui shooter des vidéos de grande qualité et les monter entièrement sur téléphone. Je vous remercie. Merci François, merci à toi. J'ai une question chez GoPro, la fréquence des mises à jour, c'est tous les combien à peu près? Alors, historiquement, en fait, avant l'acquisition, on était sur un rythme extrêmement rapide puisqu'on faisait des mises à jour à peu près toutes les 2-3 semaines. Actuellement, on a un petit peu ralenti parce que Apple eux-mêmes nous avait demandé de ralentir. Donc on est plutôt à 1 mois et demi ou ce genre de choses. Juste avant la présentation avec Fizep, on avait vu qu'il était passé du web au mobile très rapidement. Vous, c'était pareil, avant vous faisiez que du web, maintenant c'est 99% mobile. Est-ce que la transition a été rapide, simple? Comment ça s'est passé? Ça a pris quand même une bonne année et demie de reprendre toute la technologie qui existait pour le serveur et de la porter sur téléphone. Mais on aurait peut-être pu aller un peu plus vite, mais la stack technologique était tellement importante que c'était difficile. Très bien, merci beaucoup François.